Ok, merci Jean-Pierre. Donc je suis Luc Tronsler, je suis directeur associé d'Inventa France, qui est une société qui développe depuis plus de 10 ans maintenant des bots qui ont pour objectif de répondre automatiquement et immédiatement aux questions des utilisateurs ou des clients, quels que soient les canaux. Donc on a les sites web avec les fameux chatbots, mais on a aussi les mailbots pour les emails, les callbots pour les téléphones, enfin pour les SVI, les SMS bots et j'en passe. Donc voilà, ça fait 10 ans que je travaille dans cette branche-là et c'est une discipline de l'IA. J'aurai l'occasion de vous le présenter ici. Donc ma présentation va porter justement sur, comme le disait Jean-Pierre, sur une définition, une tentative, je dirais, d'une définition de l'IA. Et ensuite, j'aborderai les sujets sur quel est l'impact concrètement de l'IA sur l'entreprise et nos emplois. Sujet qu'on détaillera davantage ensuite dans la table ronde. Donc on va commencer par un petit jeu. Je vais vous présenter 6 technologies, 6 innovations, et il va falloir dire si elles relèvent ou non de l'intelligence artificielle. Donc je vais vous les présenter là très rapidement, et ensuite je vous donnerai mes réponses plus tard dans la présentation. Donc première innovation technologique, j'en ai parlé, c'est mon dada. Donc les chatbots, ces solutions qui buzzent maintenant depuis 2 ans et qui visent, je le disais, à répondre automatiquement et immédiatement sur ici donc le site du Crédit Agricole ici. Je passe rapidement. La voiture autonome, qui arrive de plus en plus, on le voit dans cette vidéo, à se fondre dans la circulation et même bientôt à se passer du volant. La réalité virtuelle, avec un casque et un joystick, on arrive à s'immerger dans un univers en 3D. L'outil de traduction de Google qui s'est nettement amélioré ces dernières années, notamment dans la traduction instantanée. Ensuite, 5e technologie, donc les expressions faciales, ici de Sophia, d'Hanson Robotics. Et 6e et dernière innovation, le robot Atlas de Boston Dynamics, qui évolue ici, on le voit, tant bien que mal, dans de la neige. On verra que les réponses ne sont pas forcément évidentes. Et c'est tout l'enjeu de ce petit jeu, c'est d'illustrer la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui quand on veut cerner, identifier ce qu'est l'intelligence artificielle. On verra que suivant la définition qu'on va donner à l'IA, certaines de ces innovations ne rentrent pas, je dirais, dans la case intelligence artificielle. Donc si vous devez justement ce matin définir ce qu'est l'intelligence artificielle, quelle définition lui donnerez-vous ? C'est une question à laquelle on a essayé de répondre dans notre think tank toulousain qui s'appelle NXU, qui est dédié aux nouvelles technologies. Donc on a essayé de débattre lors des dernières commissions et autant vous dire que c'est un débat sans fin. Mais je vais quand même essayer ce matin de partager avec vous nos réflexions. Et la définition du coup que je vais vous donner, bien entendu, elle n'a pas la prétention d'être universelle, d'être parfaite, mais j'espère qu'elle vous apportera quelque chose. Alors il est souvent d'usage, quand on donne une définition de l'IA, de s'appuyer, de commencer du moins sur une citation d'un des grands mathématiciens des années 1950, qui est l'époque à partir de laquelle le terme IA est apparu. Donc vous allez aussi avoir droit ce matin à une citation. Alors je vous pose le contexte. Nous sommes le 20 février 1947 à la prestigieuse London Mathematical Society, où devant un parterre de grands mathématiciens, un autre mathématicien fait une démonstration d'un jeu de morpion sur ordinateur. Une des premières fois où on peut jouer contre l'ordinateur. Alors l'audience, elle est ébahie devant ce concept novateur pour l'époque. Et dans la salle, il y a également Alan Turing qui est présent et qui se joint à ses confrères pour féliciter le remarquable travail de ce mathématicien. Et un débat alors survient. Peut-on parler là de machine intelligente ? Le terme IA, il n'est pas encore dans les têtes, il faut attendre 1956, mais déjà, le débat est là. Et Alan Turing prend justement position pour essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on peut attendre d'une machine intelligente. Alors, citation. Donc, ce que nous voulons, c'est une machine qui peut apprendre de l'expérience. Cette scène, à l'instant T, illustre parfaitement notre définition de ce que peut être l'intelligence artificielle. On peut en effet voir l'intelligence artificielle sur 3 grands axes. Le premier, c'est le process de création, qu'a ici suivi ce mathématicien dans la réalisation intelligente de son jeu. La deuxième, c'est l'intelligence perçue par l'audience quand elle a vu la démonstration, l'effet waouh. Et la troisième, c'est ce qu'on vient de voir, c'est l'intelligence plutôt comme propriété
même du système, la capacité pour la machine d'apprendre d'elle-même. C'est souvent cette définition qu'on a tendance à retenir. Le process de création ici, en fait, ce qu'il a fait le mathématicien, il a suivi ce qu'on appelle une approche déterministe ou symbolique, qui vise à tout décrire, tout conceptualiser via des règles dans la machine, à tout coder dans la machine. Au final, la machine, elle n'a rien appris. Et c'est déjà tout. Donc on peut juste saluer le travail du mathématicien. La perception, outre le fait que c'est quelque chose qui est très subjectif, c'est aussi quelque chose qui est très temporaire. Plus personne, je pense, dans cette salle n'est bluffé quand elle voit ce jeu de morpion. Mais quand on voit Atlas qui marche dans la neige, là on peut être bluffé. Mais dans 10 ans, quand il y aura des robots Atlas partout dans la rue, on ne sera plus bluffé. Donc force est de constater que ce qui peut être bluffant en termes de perception d'intelligence aujourd'hui ne le sera plus demain. Donc difficile de se baser uniquement sur la perception pour définir l'IA. C'est pour ça, souvent, on a tendance donc à se rapprocher donc, de cette notion de propriété d'intelligence qui est que la machine peut apprendre d'elle-même. C'est ce qu'on appelle notamment donc, l'apprentissage automatique ou machine learning. Mais limiter l'IA uniquement au machine learning serait réducteur. Donc, je vais proposer dans un instant un outil, vous verrez, qui concilie ces trois approches pour définir l'IA. Avant cela, j'aimerais qu'on voit ensemble quels sont les différents domaines aujourd'hui qui existent dans l'intelligence artificielle. Alors je ne vais pas tous les lister, je vais parler des principaux. On a la reconnaissance d'images, qui est cette capacité pour la machine de voir, par exemple, de reconnaître sur une image un chien ou un chat. On a la synthèse et la reconnaissance vocale, qui est cette capacité pour la machine, à partir d'un texte, de reproduire une voix humaine. Ou inversement, à partir d'une voix humaine, de retranscrire du texte. On a le traitement automatique du langage, la capacité pour la machine de comprendre le sens des phrases, le langage humain à partir du texte. On a la représentation des connaissances. Ok, la machine elle a reconnu un chien, mais est-ce qu'elle sait qu'un chien est un animal? Et qu'est-ce qu'un animal? La robotique, ok, on met des bras, des roues à un robot, il va pouvoir évoluer dans un environnement, interagir avec l'environnement. Et j'en passe. Système multi-agent, logique prédictive. Ce que j'aime dire, c'est que si on arrive à réunir toutes ces disciplines, on arrive à aboutir donc à un humanoïde à notre image. Et l'ensemble de ces domaines de l'IA, aujourd'hui, peuvent être approchés via des techniques de machine learning. Et certaines approches, notamment la reconnaissance d'images, certains domaines, pardon, peuvent même uniquement, aujourd'hui, être réalisés via du machine learning. Pour faire simple, il y a souvent deux approches qui s'opposent. On a l'approche machine learning, ou approche probabiliste, qui a vraiment décollé il y a moins de 10 ans, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, versus les approches plus traditionnelles, les approches dites déterministes, symboliques, celles qu'on a vues tout à l'heure avec le jeu de morpion, qui consiste à tout conceptualiser via des règles, via donc, des concepts. Donc c'est une approche, je disais, traditionnelle qui date depuis plus de 50 ans, qui est quand même encore très utilisée, car très efficace, très robuste, mais qui atteint ses limites quand on n'arrive pas à conceptualiser ce qu'on veut que la machine fasse. Typiquement, on ne sait pas, via des règles, faire de la reconnaissance d'image. On ne sait pas coder une machine pour qu'elle apprenne à reconnaître un chien sur une image. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, c'est impossible. Alors, pour fonctionner, du coup, le machine learning s'inspire du fonctionnement de notre cerveau, et plus en particulier de notre réseau de neurones, et il fonctionne, pour faire un peu une analogie, comme un enfant de 3 ans à qui on veut apprendre à reconnaître un chien. Pour ça, vous allez lui montrer 2-3 chiens, et il va lui-même, par l'expérience, sur le tas, apprendre à reconnaître un chien, sans que vous ayez besoin de lui donner des règles. Attention, il faut qu'il ait 4 pattes, il faut qu'il ait des poils, il faut qu'il ait 2 oreilles, non. Le machine learning, c'est pareil. Sauf que bon, le système neuronal il est un peu moins efficace que celui d'un enfant de 3 ans. Donc ce n'est pas 3 images, mais des milliers, voire des millions d'images qu'il va falloir lui montrer pour que le machine learning apprenne de lui-même, sans aucune règle. Donc beaucoup de données, mais pas de règles. Alors quelle est la magie derrière tout ça? Comment une machine est-elle capable d'apprendre d'elle-même? C'est ce que je vais essayer donc, de vous expliquer, donc un réseau de neurones informatiques, mais de façon très caricaturale pour que ce soit accessible au plus grand nombre. On va le faire à travers un exemple. Je vais prendre l'exemple de l'algorithme de machine learning qu'utilise aujourd'hui la Poste pour reconnaître sur les enveloppes les codes postaux écrits à la main. Ça permet derrière ensuite à la machine automatiquement de router l'enveloppe dans le bon centre de tri sans intervention humaine. Alors comment apprendre par exemple à la machine à reconnaître un 3? On a tous notre propre façon d'écrire un 3. Et donc comme pour les chiens, je vais avoir besoin de beaucoup d'images de 3. Et il va falloir que je les donne dans un format que la machine comprenne, c'est-à-dire dans un format numérique. Un 3 manuscrit, donc c'est une image,
Et si je zoome sur cette image, je vais arriver donc au niveau du pixel. Et si je dis qu'un pixel blanc, c'est un 0 et un pixel noir, c'est un 1, je vais arriver à numériser mon 3 en une suite de plusieurs 0 et 1. Et comme mon image, elle fait 50 pixels ici par 50 pixels, mon image est une suite de 2500, 1 et 0. Donc là, j'ai ma donnée en entrée qui va ensuite aller attaquer mon réseau de neurones. Avant de parler du réseau de neurones en lui-même, voyons comment fonctionne un neurone de façon isolée. Un neurone, ça va prendre en entrée, à droite, toutes mes données, donc mes 2500, 1 et 0, et ça va faire dessus 3 opérations très simples. Première opération, ça va multiplier chaque entrée par un coefficient. On parle de coefficient synaptique qui est propre à chaque neurone. Deuxième opération très simple, elle va sommer ses produits. Là, on va obtenir 6. Et troisième et dernière opération très simple, elle va comparer ce résultat avec sa condition de sortie. Ici, la condition de sortie, c'est est-ce que c'est supérieur à 5 ? Donc oui. Si oui, donc j'envoie un 1 en sortie. Sinon, j'envoie un 0. Voilà comment chaque neurone donc, va fonctionner, les 3 opérations simples. Donc un réseau de neurones, c'est rien d'autre que plein de neurones comme celui-ci, interconnectés les uns avec les autres. Et on parle notamment donc, de couches de neurones, où les sorties des neurones d'une couche sont les entrées des neurones de la couche suivante. Donc si je reprends mon exemple, mon 3 manuscrits, mes 2501 et 0, ils vont attaquer mon réseau de neurones. La première couche, donc j'aurai 2500 neurones qui vont faire ces 3 opérations simples, qui vont ensuite émettre un 1 ou un 0 sur mon autre couche, et mon avant-dernière couche va faire la même chose, elle va émettre en fonction des 3 opérations simples à chaque fois, un 1 ou un 0 sur ma toute dernière couche, ici en rose, qui n'est constituée dans ce cas-là que d'un seul neurone. Et ce dernier neurone, il va avoir pour particularité de me renvoyer en sortie une valeur comprise entre 0 et 9. Mon objectif, en fait, c'est que si je lui envoie un 3 manuscrit en entrée, il me renvoie en sortie un 3. Je disais, donc chaque neurone va faire ces 3 opérations simples. Par exemple, ce neurone, il va multiplier cette entrée par ce coefficient, 5, ok. Cette entrée par le coefficient 3, cette autre entrée par le coefficient 7. Ensuite, ce neurone va émettre des valeurs en sortie. Cet autre neurone, il va prendre, lui, les sorties des neurones précédentes et il va les multiplier par des coefficients. Ce qui est important, c'est que chacun de ces coefficients est choisi au début de façon totalement aléatoire. Ce qui fait que mon réseau de neurones, au début, il n'a ni queue ni tête. Quand je vais propager pour la première fois mes 2501 et 0, il va me renvoyer n'importe quoi. Alors on va le faire le test, j'envoie toutes mes données, boum, 7. Alors que moi, j'attendais un 3. Mais c'est là que va commencer l'apprentissage supervisé de ma machine. Ma machine, elle sait que j'attends un 3, donc elle va calculer son erreur. Ok, j'ai fait une erreur de plus 4. Du coup, ce qu'elle va faire, elle va revenir en arrière et elle va modifier ces différents coefficients, elle va les baisser. On parle de rétropropagation de l'erreur. Donc le 2, là, par exemple, là, elle va me le baisser à 6, mon 5, là, à 4, etc. Elle va baisser différents coefficients et elle va réitérer avec ces nouveaux coefficients. On réitère. 2. Bon. Là, elle a peut-être trop baissé les coefficients. Donc maintenant, elle va recalculer son erreur. Ok, c'est moins 1. Elle va les réaugmenter légèrement. Et toutes ces petites opérations, toutes ces corrections au niveau des coefficients, c'est aussi important de le savoir, c'est la machine qui le fait toute seule. Il n'y a pas d'intervention humaine. C'est comme ça que la machine apprend, à partir de ses erreurs. Donc avec ces nouveaux coefficients, on réessaye, et là, boum, ça marche. C'est bon, elle a trouvé les bons coefficients, elle a bien calibré son réseau pour ce 3 manuscrits. Si je veux maintenant généraliser mon algorithme à d'autres 3, eh ben, il va falloir que je lui donne plein d'images de 3. Plus je lui donnerai des images de 3, plus elle sera en capacité de reconnaître n'importe quel type de 3 manuscrits. Donc voilà, de façon caricaturale, comment fonctionne donc le machine learning, comment une machine est capable d'apprendre d'elle-même à partir de ses erreurs, en corrigeant ces différents coefficients. Donc on l'a vu, le machine learning a besoin de beaucoup de données en entrée, mais aussi de beaucoup de puissance de calcul pour faire tous ces allers-retours, tous ces calculs. Même s'ils sont simples, ils sont extrêmement nombreux. Ce concept que je viens de vous montrer, en fait, il date des années 1950. Il ne date pas d'hier. Mais malheureusement, à l'époque, au plus grand regret des grands mathématiciens comme Alan Turing, on ne pouvait pas les appliquer, faute justement de données et de puissance de calcul. Aujourd'hui, avec l'avènement du big data, on produit 2 fois plus de données chaque année, et la loi de Moore s'est vérifiée, on multiplie bien par 2 notre puissance de calcul tous les 1 an et demi. Donc aujourd'hui, on a assez, je dirais, de puissance et de données depuis quelques années pour en effet faire fonctionner les algorithmes de machine learning. On parle aussi beaucoup de deep learning, qui n'est rien d'autre qu'une famille parmi d'autres d'algorithmes de machine learning.
dont l'objectif est de se concentrer sur des cas beaucoup plus, je dirais, riches, compliqués, avec des données en entrée plus importantes. Le 3 manuscrit, vous l'avez vu, c'était 2501 et 0. Je prends cette image de chien qui est plus grande et qui est en couleur, ça va être des millions d'entrées. Plus la donnée en entrée est importante, plus je vais avoir besoin de faire du pré-traitement, plus je vais avoir besoin de couches dans mon neurone, dans mon réseau de neurones, et on va leur parler de réseau de neurones profond, d'apprentissage profond. Donc avec l'explosion des données et de la puissance de calcul, voilà, le deep learning est en vogue car il permet de traiter des cas de plus en plus riches, de plus en plus intéressants, de plus en plus proches de notre réalité. Il existe tout un tas d'autres algorithmes, et c'est aux data scientists de choisir quel algorithme il va utiliser en fonction de la situation. Donc si je reprends mon petit jeu de tout à l'heure, je ne vais pas trancher net en disant telle innovation relève ou non de l'intelligence artificielle. Comme je le disais tout à l'heure, je vais essayer plutôt de concilier les différentes approches et de positionner chacune de ces technologies sur une grille de maturité de l'intelligence artificielle. Où en abscisse, on va avoir la capacité d'auto-apprentissage, qui est la notion qu'on a vue que présentait Alan Turing, et en ordonnée, la perception d'intelligence, qui est aussi un concept au final d'Alan Turing, via son fameux test de Turing. Donc je reprends à droite, concrètement, ça va être machine learning, et à gauche, les approches plutôt déterministes. Donc, les chatbots, aujourd'hui, la grande majorité qui sont live, il faut savoir, ils sont principalement codés via des approches déterministes. Le chatbot n'apprend pas vraiment tout seul. Et en termes de perception, alors je suis dans le secteur, donc c'est biaisé, et c'est très subjectif, je dis la perception, je décide de le positionner ici. La voiture autonome, elle utilise pas mal de techniques de deep learning, notamment pour la reconnaissance d'images. Je décide donc de le positionner plutôt à droite et ici. Alors, tout ce qui est donc environnement 3D, comme donc la réalité virtuelle, c'est un ensemble de techniques déterministes qui sont aujourd'hui bien connues, de la gyroscopie à l'accélérométrie à la stéréoscopie. Donc je décide de le positionner ici. L'outil de traduction de Google, je le disais, s'est nettement amélioré ces dernières années parce qu'ils ont intégré donc du deep learning. On le sait, Google a énormément de données et donc ils en font cet usage-là aujourd'hui. Donc je le positionne ici. Les expressions faciales de Sophia, bien que impressionnantes, en fait, il y en a 62 au total. Et elles ont toutes été codées à la main. Elle n'a pas appris d'elle-même à faire ces expressions. Donc je le positionne plutôt ici. Et enfin, donc Atlas de Boston Dynamics, c'est un mix d'approches déterministes et d'apprentissage par renforcement, qui est un autre algorithme qui est en vogue en termes de famille d'algorithmes de machine learning. Donc je le mets ici, parce que j'aime bien les robots. Mais ce qui est intéressant dans ce dernier cas, c'est qu'on voit qu'il y a bien aussi une complémentarité entre ces deux approches, un mix des fois donc, de ces deux technologies. Donc en synthèse, on a vu que le process de création est quand même assez important, qu'il y a deux approches qui s'opposent, mais qui peuvent être complémentaires. Approche machine learning versus approche déterministe. Le machine learning a permis ces dernières années de relever des challenges qu'on n'arrivait pas à relever par le passé, comme la reconnaissance d'images, comme la reconnaissance vocale. Mais il y a aussi un sujet, des questions en fait, qui sont de plus en plus soulevées autour de l'explicabilité. Le machine learning, c'est un peu une boîte noire, et on ne sait pas toujours expliquer pourquoi on arrive à tel ou tel résultat. Alors peut-être qu'on en parlera davantage lors de la table ronde. Et je finirai cette première partie par une critique du terme intelligence artificielle. Peut-on parler d'intelligence artificielle quand on voit au final que la machine ne peut apprendre qu'une seule chose, très spécialisée, et ce, à partir de données et d'un cadre d'apprentissage qu'on a spécialement formaté pour elle. Si je prends l'exemple de AlphaGo, qui est l'algorithme de Google, qui est le champion au monde en titre du jeu de Go, il parle, Google, de super intelligence. Mais cette super intelligence, elle sait juste jouer au jeu de Go. Elle ne sait même pas en fait qu'elle joue au jeu de Go, elle ne sait même pas que c'est un jeu. Donc nombreux sont ceux qui préfèrent parler plutôt d'automate ou d'informatique cognitif, mais éviter d'utiliser le terme intelligence, qui est plutôt une propriété au final qui a été créée par et pour l'homme. D'autres, comme Greg Corrado, qui est le directeur de l'IA chez Google, préfèrent parler de intelligence augmentée. Et ça tombe bien, c'est le même sigle, IA, donc on n'a pas besoin de tout réécrire. L'idée derrière, c'est de ne pas favoriser le terme intelligence artificielle qui, des fois, malheureusement à tort, peut renvoyer vers une image adversariale. Attention, la machine va être plus intelligente que moi, elle va me remplacer. Non, elle ne va pas me remplacer, elle va plutôt m'augmenter. Et il cite souvent les jeux d'échecs. On sait qu'au jeu d'échecs, la machine, c'est aussi la championne du monde en titre. Mais on s'est rendu compte qu'une équipe homme plus machine est plus forte qu'une machine ou est plus forte qu'un homme. Donc la complémentarité s'avérait plus intéressante que cette opposition que renvoie malheureusement trop souvent à tort le terme intelligence artificielle.
Mais voilà, l'intelligence artificielle, ça reste un buzzword. Donc on va continuer ce matin, notamment lors de la table ronde, à parler d'intelligence artificielle. Le compromis qu'on peut faire, c'est de parler éventuellement d'intelligence artificielle faible, spécialisée, étroite, ce qu'on sait faire aujourd'hui, à l'opposition d'une intelligence qui serait, elle, plutôt artificielle, hein, qui serait plutôt forte, générale, transverse, capable de vraiment apprendre à partir de n'importe quel jeu de données, d'évoluer comme un enfant de 3 ans. Chose malheureusement aujourd'hui qu'on ne sait pas faire. Non pas par faute de données ou de puissance de calcul comme une époque, mais on ne sait juste pas le conceptualiser. Alors certains optimistes disent qu'on va y arriver d'ici 2030, d'autres, moins optimistes, pensent plutôt à horizon 2050, et d'autres, encore plus pessimistes, pensent plutôt à horizon jamais. Donc bon, le débat continue. Il faudra, je pense, s'armer de patience, mais aussi de sagesse, et se rappeler que l'homme reste une machine, entre guillemets, qui a quand même été construite sur plusieurs millions d'années. Comment l'IA va impacter nos entreprises et l'emploi? C'est le sujet de ma deuxième partie. Et je vais commencer par parler donc de l'impact de l'IA sur les entreprises. Et comme tout à l'heure, parce que j'aime bien ça, on va commencer par un petit jeu. Je vais vous présenter 3 chefs d'entreprise et vous allez me dire quelle est la différence entre ces 3-là. En fait, en réalité, il n'y a pas de différence. C'est le même chef d'entreprise, mais qui s'exprime à 3 époques différentes, qui sont en fonction de la maturité de l'informatique. Il y a plus de 15 ans, notre chef d'entreprise, il a commencé à faire la chasse au papier. Il a commencé à ouvrir une vitrine sur Internet. Et il a commencé à passer ses process au format numérique. Puis, à 5-6 ans, il a recruté un responsable de la transformation digitale. Donc le terme a évolué de numérisation à digitalisation, qui vont en fait dire la même chose sémantiquement, mais ça vient de l'anglais, donc c'est plus fun, c'est plus moderne. Mais l'idée, c'est toujours de mettre derrière des process au format numérique, et notamment sur Internet. Et surtout, de commencer à automatiser tous ces process qu'on a commencé à numériser. Et enfin, on est à l'ère aujourd'hui de l'IA. Alors on peut dire qu'on va IAser nos process, si on veut rimer avec les précédentes phases. Là, l'idée, c'est de continuer à numériser, bien entendu, mais surtout automatiser encore plus de process, et notamment des process qui vont intégrer des capacités, je dirais, humaines, comme la reconnaissance d'images, on a vu l'exemple avec la Poste, la reconnaissance vocale, le traitement automatique du langage. Et aussi, dans cette dernière phase, l'idée, ça va être de récupérer toutes les données qu'on a numérisées par le passé et les donner à manger à la machine, à l'IA, pour qu'elle nous aide à identifier des opportunités que nous, humains, à ce jour, on n'a pas été forcément capables d'identifier naturellement. Je vais donner des exemples dans un instant, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à chaque époque, le monde de l'entreprise s'est adapté à l'évolution de l'informatique, et à chaque fois, elle s'est appuyée sur l'informatique pour un principal objectif, qui est d'augmenter sa productivité. On parle de gain de productivité quand on arrive à produire autant, mais avec moins de ressources, qu'on a réussi à minimiser, ou quand on arrive à produire plus, avec autant de ressources qu'on a du coup réussi à optimiser. Et c'est ce qui a permis de faire la numérisation, la digitalisation, et aujourd'hui la IAsation, si je peux me permettre. Donc à la question simple, quel est l'impact de l'IA sur les entreprises, je répondrai par aussi une réponse simple, qui est un gain de productivité. Ok, donc il faut intégrer des process d'IA, des techniques d'IA dans nos process. Ok, mais concrètement, comment faire? Concrètement, il y a 2 choses qu'on peut faire. On peut faire la chasse aux routines ou aux données. Alors, la chasse aux routines, j'ai donné cet exemple tout à l'heure de la Poste, où on a vu que grâce à la maturité d'une technique de l'IA qui est la reconnaissance d'image, on peut en effet aujourd'hui automatiser cette routine de rediriger les enveloppes dans les bons centres de tri. Je vais vous donner un autre exemple que je connais bien. On va dire que notre chef d'entreprise, il est à la tête d'une banque en ligne. Et quand il a commencé à faire cette chasse aux routines, il s'est rendu compte avec ses managers qu'au niveau de son service client, au niveau de son SAV, 80% des demandes qui étaient faites tous les jours étaient récurrentes, des demandes clients. Comment augmenter mon plafond de carte bleue? Comment obtenir l'attestation? Comment faire un virement à l'étranger? Comment imprimer mes relevés? Des questions auxquelles en fait ils répondent tous les jours la même chose à quelques variables près. Donc ils ont identifié une routine, et cette routine en effet peut aujourd'hui être automatisée grâce à une discipline de l'IA qui est le traitement automatique du langage, qui est cette capacité, on l'a vu, pour la machine de comprendre et de traiter le sens des phrases, le langage humain, des questions qui peuvent être adressées à un SAV. Et c'est ce qui a donné naissance, je le disais tout à l'heure, à ce buzz autour des chatbots qui ont cette mission de répondre aux questions récurrentes. Qui répondent aujourd'hui, donc voilà, c'est typiquement un exemple aujourd'hui et qui est très concret depuis plusieurs années, depuis au moins 3 ans, d'une routine qui a pu être automatisée et qui permet également un gain de productivité. Car aujourd'hui, les chatbots peuvent traiter jusqu'à 80% du flux pour un coût
de quelques centimes d'euros par résolution. Ce qui permet au conseiller, qui lui a un coût de résolution plutôt compris entre 2 et 6 euros, de se consacrer du coup au cas à plus forte valeur ajoutée, que le chatbot n'a pas pu traiter, ce qui lui permet aussi d'avoir plus de temps à passer avec le client et d'améliorer du coup la qualité de la relation client. La chasse aux données, l'idée c'est de s'appuyer sur l'IA, je le disais, pour qu'elle décèle des nouvelles opportunités que nous, on n'a pas été capable, humains, d'identifier, parce qu'on a aujourd'hui des quantités de données astronomiques qu'on n'arrive pas forcément à digérer. Donc toujours dans la banque en ligne, je reprends l'exemple de notre chef d'entreprise, il a donné à manger à la machine toutes les données de ses clients, les mouvements bancaires, les contrats de ses clients. Et grâce à ça, ils ont réussi à identifier quels sont les clients qu'il faut qu'ils appellent en février pour vendre une assurance de ski avec un taux de réussite de 80%. Alors comment en fait? La machine a identifié en croisant les données que si vous achetiez pour 100 ou 300 euros dans un magasin de sport 2 à 4 semaines avant les vacances d'hiver, il y avait 80% de chances pour que ce soit du matériel de ski et que vous alliez ensuite en vacances au ski. Et pour peu que vous n'ayez pas souscrit à l'assurance ski dans votre contrat assurance habitation, c'est l'opportunité pour le commercial de vous appeler à ce moment-là précis et d'essayer de vous le vendre. Donc si vous avez de la donnée, l'IA peut la faire parler. Donc voilà, l'impact de l'IA sur les entreprises, pour synthétiser, c'est automatisation des routines et identification de nouvelles opportunités, pour derrière un gain en productivité. Tout ça c'est bien beau, mais voilà, quid de l'emploi? Donc les études sur le sujet, elles se suivent, mais malheureusement elles ne se ressemblent pas. Tantôt l'IA va détruire plus d'emplois qu'elle ne va en créer, tantôt c'est l'inverse. J'ai un avis mitigé également sur la question, mais plutôt positif. C'est pour ça que je vais vous exposer 2 arguments positifs et un plutôt négatif, et je laisserai ensuite tout le loisir à la table ronde de pouvoir approfondir ce grand sujet de société. Le premier argument, c'est assez classique en fait, c'est tout simplement de regarder dans les faits ce qui s'est passé par le passé, où on ne peut que constater qu'à chaque révolution technologique, l'arrivée de l'eau courante, l'électricité, la machine à laver, il y a certes eu destruction d'emplois, porteurs d'eau, allumeurs de réverbères, blanchisseurs, mais aussi derrière création d'emplois. Comme le répète souvent le docteur Laura Alexandre, on était 80% de la population au 19e siècle à être agriculteurs. Aujourd'hui, on n'est plus que 3%. Donc on est tous aujourd'hui sur des nouveaux métiers, pratiquement, qui ont été créés depuis, et qui en plus des métiers qui, en termes de pénibilité, sont moins éprouvants, en termes d'efforts physiques, en termes de charge horaire. Donc c'est le fameux concept de Joseph Schumpeter, l'économiste, de destruction créative, qui dit qu'à chaque révolution industrielle, oui, il y a destruction d'emplois, mais il y a aussi derrière création d'emplois, avec en plus une qualité de vie au travail supérieure. Ça fait 3 siècles, tous les 60 ans, il y a une révolution industrielle, et on observe ce phénomène. Donc le premier argument, c'est de dire qu'il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas comme ça aujourd'hui. Le deuxième argument, il vise en fait à nuancer ce que je viens de dire. Peut-être qu'il y a quelque chose avec cette révolution industrielle qui fait que, ça ne marcherait pas cette fois-ci. Ce petit quelque chose, par rapport aux précédentes révolutions industrielles, c'est le rythme et la vitesse d'évolution à laquelle elle arrive. Je parlais de l'électricité. On a quand même mis 150 ans pour la démocratiser dans nos foyers. L'automobile, 90 ans. L'ordinateur personnel, 50 ans. Internet, 15 ans. Et le téléphone portable, qui est dans toutes nos poches aujourd'hui et qui a pas mal impacté notre quotidien, 7 ans. L'IA, ça va être une poignée d'années. Et à chaque génération, on se le dit, aujourd'hui, tout va plus vite. On est peut-être arrivé à une époque, en effet, où le changement d'évolution de technologie est tel que nous, humains, je dirais biologiques, on va peut-être avoir du mal, en effet, à s'adapter aussi facilement, entre guillemets, que lors des précédentes révolutions industrielles. Les 40 millions de chauffeurs de camions qui existent dans le monde ne vont peut-être pas réussir rapidement à s'adapter, à se former un nouveau métier pour faire face aux camions autonomes et risquent peut-être, qui va arriver en 2025, le camion autonome, de se retrouver pendant un temps sur le carreau. Il y a de plus en plus de métiers qui risquent d'être confrontés à cela au fur et à mesure que l'IA devient mature. Donc si on veut éviter cela, si on veut éviter de se retrouver, je dirais, sur un temps sur le carreau et que le concept de destruction créative ne se reproduise pas, il va nous falloir faire un effort humain conséquent au niveau donc, du système éducatif, mais surtout de la formation continue. Aujourd'hui, il y a énormément de cursus, malheureusement, qui continuent à être très spécialisés et à nous délivrer des diplômes à 21 ans, qui nous collent ensuite à notre peau toute notre vie, là où on devrait commencer vraiment à apprendre des compétences beaucoup plus transverses, moins automatisables dans un futur proche par l'IA, plutôt complémentaires, comme la créativité, la dextérité, l'adaptabilité, la pensée abstraite.
Ce rythme, il va juste s'accélérer, il ne va pas se ralentir, hein, boosté par cette hyper-connectivité qu'on connaît aujourd'hui, par cette mondialisation. Ce qui va nous imposer, je le disais, en termes d'efforts humains, à vraiment se remettre constamment en question, à apprendre constamment de nouveaux métiers, à peut-être passer 10-20% de notre temps à apprendre pour justement être adaptable. Je pense que donc c'est une condition sine qua non si on veut que cette transition se passe bien. Je vais revenir sur un côté un peu plus positif, en essayant de me concentrer plutôt maintenant sur le confort de vie. Travailler c'est bien, mais avoir un bon confort de vie c'est mieux. Alors j'aurais peut-être pas dit ça au 19e siècle, où on passait 60% de notre vie à travailler. Mais est-ce que vous savez aujourd'hui, en 2018, en France, combien de temps on passe à travailler ? Si vous faites tous les calculs, c'est un chiffre qui tourne pas mal, c'est 12%. Grâce aux avancées de technologie, on rentre de plus en plus tardivement en effet dans la vie active. On a les vacances, on a les 35 heures, on a les RTT. On a donc des conditions de vie qui n'ont rien à voir avec celles du 19e siècle et on travaille 5 fois moins. Et ça va continuer à se bonifier. On parle avec la voiture autonome d'une réduction de 80% des accidents de la vie et un gain pour la plupart d'entre nous de 30 minutes à 2 heures par jour de temps libre en plus. Dans la voiture autonome, quand on se rendra au travail, on pourra en effet dormir, on pourra lire, on pourra regarder des séries. Donc cette automatisation des tâches par l'IA va permettre d'une certaine façon de nous désautomatiser de notre travail, des routines, pour nous permettre justement, je le disais, de développer des compétences beaucoup plus, entre guillemets, humaines, comme la créativité, la dextérité, la pensée abstraite, plus valorisantes. Et comme le disait tout à l'heure Greg Corrado, voilà, voir l'IA plutôt comme un outil complémentaire, qu'adversarial, qui va nous permettre davantage de nous épanouir dans ce temps supplémentaire qu'on va avoir, nous épanouir dans notre développement. Mais pour y arriver, voilà, il y a quand même ce bandeau rouge au milieu, cet effort humain, ce changement de mentalité qui ne va pas être facile à opérer pour pas mal de gens, en un virage assez court qu'il faut prendre en 5 à 10 ans. Ça, c'est le principal challenge, d'essayer de se remettre constamment en question, de se former en continu, passer vraiment du temps à se former. Je finirai par un concept intéressant, je trouve, du philosophe Arthur Schopenhauer, qui dit que chaque vérité passe par 3 fractures. D'abord, elle est considérée comme ridicule, puis dangereuse, et enfin, elle est vraiment considérée comme établie, comme évidente. La Terre est ronde, c'est une idée absurde, c'est complètement stupide. Ou à une époque malheureusement plus récente, les femmes veulent voter, c'est complètement ridicule, c'est complètement stupide. Et puis on commence à creuser le sujet, on commence à avoir des faits probants. Oula, ça commence à être dangereux et sérieux cette histoire de Terre ronde. Si c'est vraiment le cas, ça va complètement bouleverser notre façon de voir le monde, mais aussi de le diriger. Et si la femme commence à voter, ça va être du grand n'importe quoi. Et puis, c'est évident. Comment on a pu douter que la Terre puisse être ronde ? Et oui, c'était absurde que la femme ne puisse pas voter par le passé. Avec l'IA, aujourd'hui, on est dans l'étape dangereux. On a déjà passé l'étape du ridicule. C'est ce qu'on appelait les hivers de l'IA de 1950 à 2010, où toutes les personnes qui travaillaient sur l'IA, on les prenait pour des fous de laboratoire, parce qu'ils s'acharnaient sur des concepts qui ne fonctionnaient pas. On l'a vu, faute de données, faute de puissance de calcul. Mais aujourd'hui, on voit que ça marche. On voit l'impact que ça a sur nos sociétés. Et peur du changement oblige. Eh ben, on en a peur. Et on le voit plutôt le côté dangereux, le côté, le côté négatif. Mais dans 10 ans, à l'image de l'électricité, d'Internet, du smartphone, eh ben, on se dira comment on a fait pour faire sans. Comment on a pu vivre sans l'IA. Je finirai par une petite anecdote, et c'est sympa, ce n'était pas prévu, mais l'INBI est présente aujourd'hui. L'INBI, c'est une semi-humanoïde qui est construite par l'entreprise française Cybdroid, qui est basée à Limoges. Ils ont fait une expérimentation dans un aéroport pendant 3 jours, où ils ont donc invité l'INBI à l'accueil, pour qu'elle puisse répondre à des questions très simples, du style où sont les toilettes, où est la zone d'embarquement. Le premier jour, malheureusement, les dirigeants n'avaient pas communiqué auprès des équipes de l'accueil qui aujourd'hui répondent à ces questions. Du coup, quand elles ont vu arriver le robot, elles ne l'ont pas vu d'un très bon œil et elles l'ont même vu d'un très mauvais œil. Et elles sont directement passées de cette expérimentation est ridicule à cette expérimentation est dangereuse. Parce que si ça marche, à la fin de la semaine, je suis à la porte. Et bien en 3 jours, le 3e jour, ils ont retiré le robot. Et quand ils ont retiré le robot, l'équipe de l'accueil s'était attachée à ce robot et était même triste de le voir partir. Et il y a une salariée qui a dit quelque chose de marquant. « Ah mince, je vais devoir refaire ce travail de robot. » Elle est donc passée en 3 jours de l'étape « c'est ridicule » à « c'est évident » d'avoir un robot qui répond 50 fois par jour à « où sont les toilettes ?» Ce qui me permet à moi de dégager plus de temps pour m'occuper des personnes qui sont vraiment stressées parce qu'elles ont perdu leur bagage, parce qu'elles ont loupé leur vol. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'encre qui coule sur l'IA, mais la plupart du temps, malheureusement, c'est sur la prospective.
Mais heureusement, je l'ai vu dans les derniers rapports, notamment sur l'IA que délivre donc le gouvernement. Dans les conclusions, ils mettent heureusement de plus en plus en avant le fait qu'il faut expérimenter, il faut faire ce genre de choses pour balayer les fausses idées et toucher du doigt les réalités qu'on n'imaginait pas forcément. Donc bon, voilà, je suis 100% partisan de cette approche pragmatique et c'était mon mot de la fin. Je vous remercie. Merci.